À bientôt. À très bientôt, Dominique. Nadine Varro qui va prendre la parole. Voilà, avec bien sûr, Faites gaffe, et c'est pas sûr qu'elle la lâche après, hein. oui, c'est le problème de Nadine, on la connaît. Tu as eu évidemment beaucoup de questions, puisque c'est une question de kinésithérapie, donc forcément, dès qu'on est sur la technique, les gens demandent, c'était la même chose pour la communication de Dominique. On te dit, toujours bon de faire un petit rappel après avoir fait ta formation il y a quelque temps. Merci pour cet exposé clair et précis. Voilà, on va te laisser prendre la parole, tu as un accent du Sud un peu différent du mien, les consonnes sont plus redondante que chez moi, elle résonne un peu, mais forcément, tu es sur la rive droite du Rhône. Allez, question pour Nadine, on est parti. Bonsoir Nadine. Alors, une première question un peu spécifique où on te demande en quoi consiste l'étirement orthodermique de Maurice. Bon, mais bonjour tout le monde. Et concernant les locutions, ce soir, on va être largement en dessous de ce que je suis capable de faire. Les inondations à Nîmes ont eu raison de mes cordes vocales. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la KTL et pour Jean-Claude, hein? Alors, donc voilà, ma douce voix rappeuse va essayer de vous répondre. Alors, sur cette question, c'est extrêmement difficile d'expliquer des techniques qui sont manuelles et qui sont du domaine à 100% de la pratique kiné. Alors, ce qu'on peut dire des étirements, c'est qu'ils sont mis en œuvre dans absolument tous les types de cicatrices anormales, mais ils seront utilisés en fonction de la caractéristique cicatricielle, bien entendu. Donc, par exemple, une cicatrice qui a une tendance rétractile, qui sera trop courte par rapport aux besoins cutanés, cet étirement, comme son nom l'indique, visera à l'allonger. Si nous avons affaire à une cicatrice hypertrophique, ben, ma foi, l'étirement sera compressif pour lutter contre l'hypervascularisation, et cet étirement servira à restructurer longitudinalement le collagène. Par rapport à ce collagène qui est structuré et qui va se structurer selon la voie d'apport cicatricielle, c'est une notion qui est connue au moins depuis les années 60 avec le modèle de Hodge et Petruska qui ont décrit cette structure longitudinale vers laquelle tous les praticiens qui prennent en charge les cicatrices essayent de tendre, notamment les docteurs Hardy et Mani, qui ont été les premiers à publier là-dessus sur l'effet des douches filiformes sur la restructuration longitudinale du collagène à environ 16 bars par centimètre carré. Et ensuite, heureusement, les kinésithérapeutes sont là et les techniques d'étirement manuel vont participer à cette restructuration longitudinale. Alors, ensuite, on peut utiliser les étirements dans les cicatrices fibrosées. Et là, la question, ce serait peut-être de se dire qu'il est largement temps d'arrêter d'exciter les cicatrices. Quand vous avez de la fibrose cicatricielle qui est largement majorée par la radiothérapie, arrêtons d'y faire des pétrissages, puisque logiquement, quand c'est raide, nous avons tendance à vouloir assouplir. Mais finalement, on pourrait, comme je l'ai un petit peu expliqué dans le topo, on pourrait considérer que cette raideur, elle est plutôt due à la contraction excessive du fibroblaste qui se transforme en cellules musculaires pour fermer la plaie. Et donc, arrêtons d'essayer d'assouplir en faisant des pétrissages. L'étirement sera largement plus bénéfique. Voilà. Merci. Bonsoir Nadine. Et Bonsoir. désolé pour ta voix. Ah Deux questions connexes l'une à l'autre. La première, combien de temps faut-il laisser en place un pansement de silicone? La deuxième, les pansements compressifs sont-ils encore efficaces sur des cicatrices hypertrophiques à distance de la chirurgie des années après, par exemple? Alors, par rapport aux pansements siliconés, en fait, ils sont surtout indiqués pour l'hypertrophie cicatricielle. Et en fait, au départ, ils sont décrits comme des pansements qui sont compressifs. Et les laboratoires les vendent comme tels, ce qui fait qu'ils seraient efficaces uniquement sur les cicatrices hypertrophiques très vascularisées. Donc, sur les cicatrices hypertrophiques dont la caractéristique est d'être vascularisées quand elles sont récentes et d'être en relief, le pansement va dévasculariser la cicatrice pour aider à finir cette cicatrisation exubérante, pour l'aider à s'arrêter. Mais le problème est que les labos ne communiquent pas là-dessus finalement, parce qu'on sait tous que la recherche se déchaîne sur les déficits de cicatrisation qui coûtent cher à la Sécu, mais pas sur les excès de cicatrisation qui sont quand même le fonds de commerce des cabinets de kiné. Alors, en fait, tout à fait par hasard, j'ai découvert avec un chirurgien esthétique plasticien de Montpellier, le docteur Gary Bobo, nous avons découvert de façon un peu séparée que ces étirements, quand ils étaient étirés, allaient avoir un effet, devinez sur quoi, sur la restructuration longitudinale du collagène. Alors donc, en fait, tant que vous avez
de la vascularisation, le collagène va être efficace. Cette vascularisation, elle disparaît dans les 18 mois à 2 ans, donc sur les cicatrices très anciennes à distance de la chirurgie, et d'autant qu'il y a eu de la radiothérapie, parce que la radiothérapie va arrêter le processus cicatriciel, on ne retrouve pas ce problème d'inflammation. Par contre, on retrouvera ce problème de déstructuration du collagène. Et on continuera à utiliser ce pansement jusqu'à la disparition complète des caractéristiques de l'hypertrophie qui sont essentiellement ce relief. Merci. Voilà, donc on cherche à ce que la cicatrice se rapproche le plus possible de la peau normale. Donc le port du pansement, c'est de quelques semaines à quelques mois, il n'y a pas de vérité. Tout dépend des caractéristiques vers lesquelles on avance. Merci. Merci. À quel délai après la radiothérapie peut-on traiter des cicatrices adhérentes? C'est comme pour toutes les cicatrices, après la radiothérapie, il faut impérativement l'accord du chirurgien, du médecin traitant, du cancérologue, parce que tout va dépendre de la qualité de la peau après l'irradiation. Donc, raisonnablement et classiquement, on peut dire qu'en général, on peut intervenir. Alors, je parle de cicatrices, je ne parle pas de lymphatique, 1 mois après la fin de la dernière séance de la radiothérapie. C'est plus prudent d'attendre ce moment-là. Tout à fait, merci. Quel type de ventouse utilises-tu? Et je fais la voix de Jean-Claude Fernandez qui passe par derrière. Chut, chut, pas de marque. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est une question vraiment récurrente et importante, ce que je peux comprendre, mais moi, ce que j'aurais envie de vous répondre, comme chaque fois, c'est que tout dépend de l'utilisateur qui est à l'autre bout du matériel. Donc, vous avez des machines tout à fait différentes qui peuvent avoir des indications plus ou moins proches. En tout cas, le kinésithérapeute va adapter le calibre de sa ventouse, il va adapter la dépression utilisée à une technique soit de pression glissée, soit de mouvement statique. Et tout ça dépendra bien entendu de la qualité de la peau, du timing par rapport à la cicatrisation, et également, je rajouterai, par rapport à la prise d'anticoagulants, parce qu'il est tout à fait possible avec certaines machines de générer des hématomes. Donc en fait, une extrême prudence est complètement requise après les peaux irradiées, et généralement, sur les ventouses qui ont des dépressions assez importantes, il est important que la peau soit de bonne qualité et d'attendre 1 mois avant d'utiliser la dépressothérapie. Merci. Et il y a eu beaucoup de questions concernant l'application de crèmes qui sont d'ailleurs souvent conseillées par nos cancérologues ou chirurgiens. Alors certains disent des crèmes à base d'acide hyaluronique en post-radiothérapie, l'intérêt de ces crèmes cicatrisantes. Voilà. Ouais. Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, les kinés, nous ne sommes pas sur des déficits de cicatrisation, mais sur des excès de cicatrisation. L'hypertrophie porte bien son nom. La fibrose, c'est un excès de raideur. La rétraction, c'est une cicatrice trop courte. L'adhérence, c'est une cicatrice qui colle trop. Alors, comment peut-on imaginer qu'une crème qui est bénéfique pour accélérer la cicatrisation, donc qui contiendrait de l'acide hyaluronique, qui est déjà à la base produit par la cellule cicatricielle, le fibroblaste, il est produit en grande quantité. Alors ça, il faut lire les publications de Portier qui datent de 2016. En fait, le fibroblaste produit énormément d'acide hyaluronique. Comment on peut imaginer que sur une cicatrice qui est constituée, cet acide hyaluronique ne soit pas délétère et continue à être bénéfique? Quand la cicatrisation est finie, grossièrement, quand le trou est bouché, la cicatrisation doit impérativement s'arrêter. Donc les kinés, notre problématique, ce serait plutôt de trouver des crèmes qui seraient anti-inflammatoires et qui provoqueraient un arrêt de la cicatrisation, tout en favorisant un bon épiderme. Cet épiderme va permettre la prolifération des kératinocytes en surface, va permettre de réguler la production de collagène par le fibroblaste. Et cet épiderme, on va l'améliorer avec des crèmes à base de cuivre, de zinc, de silice. Et c'est exactement ce qui est utilisé dans les centres de grands brûlés où la problématique, ce sont des cicatrices rétractiles et des cicatrices hypertrophiques. Donc, pour moi, ce qui est bénéfique pour une cicatrisation ne peut pas être bénéfique pour une cicatrice. Merci. Merci beaucoup, Bernardine, et pardon pour ta voix. Je vais tuer pour rien, peu cher. Mais au moins, tu m'as coupé le sifflet tout de suite. T'as vu ça, hein? Oui.
Merci beaucoup Nadine de ta présentation d'une part qui a vraiment ravi énormément de monde. Merci beaucoup aussi d'avoir participé avec cette voix qu'on ne te connaissait pas, mais qui a aussi un timbre agréable, un peu plus chaude et plus raqueuse. Ça fait un peu fin de soirée quand même. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir Annie. On s'est loupé au dernier stage sur l'éducation post-opératoire, mais tu sais que nos chemins se croisent souvent. Voilà. Merci beaucoup. On va appeler à nouveau Guillaume Cassignac, s'il veut bien revenir sur l'écran, lui, si on veut lui remettre son micro, pour qu'il nous parle du tir à l'arc dans l'activité physique adaptée. Guillaume, c'est à toi et je laisse nos compères te poser les questions. Oui, si tu es revenu vers nous, Guillaume, pourquoi les patientes se plaignent souvent de brûlures dans le creux axillaire et à la partie interne du bras au niveau du triceps? Alors, c'est une question qui voilà, qui n'est pas spécifique au tir à l'arc, mais qui est un petit peu plus large, puisque ce sont des douleurs neuropathiques, finalement, que nos patients peuvent nous décrire. Alors, la réponse est dans ce que je viens de dire, c'est une douleur, en fait, neuropathique. Il faut trouver la raison au niveau anatomique et au niveau du geste chirurgical qui est fait au creux axillaire. Puisqu'effectivement, dans cette région, il y a une anastomose nerveuse entre une branche alors, du nerf cutané médial du bras, je crois, et le deuxième nerf intercostal. Et cette anastomose, donc ce petit nerf qui passe, est sensitif et fait la sensibilité de la région de l'aisselle, de la face interne du bras. Alors effectivement, ça peut déborder au niveau du triceps et ça peut également atteindre le flanc, la région costale haute. Et du coup, dans le geste de curage, en fait, ce petit rameau nerveux peut être ou simplement irrité, voire carrément sectionné. Et du coup, on se retrouve avec des tableaux ou d'insensibilité ou effectivement de douleurs neuropathiques, de brûlures, d'électricité, etc. Du coup, très rapidement, l'évolution, ça peut évoluer spontanément. La récupération peut être partielle, peut être totale, heureusement. Mais voilà, il y a une évolution spontanée de ces troubles. Rebonsoir. Quel que soit le côté opéré, la pratique requiert-elle une protection sur l'avant-bras qui tient l'arc, donc la main d'arc? Voilà, la main d'arc, le bras d'arc, voilà, parce qu'effectivement, en plus d'être kinésithérapeute, je suis entraîneur en tir à l'arc, donc c'est pour ça qu'effectivement j'interviens sur ce thème. Alors, la protection du bras, alors oui, quel que soit le côté opéré, puisque c'est effectivement la main, le bras, la main qui va tenir l'arc qui a besoin d'être protégée. On a pu voir sur les quelques photos, les quelques images dans la présentation, finalement, comme vous avez le bras d'arc qui est tendu, qui tient la poignée de l'arc, quand la corde revient dans sa position, une fois qu'on a bandé l'arc et qu'on libère cette corde, pour peu que le bras ne soit pas très très bien positionné, on peut avoir un frottement qui vient se faire sur la face antérieure de l'avant-bras. D'expérience, ça secoue, ça secoue pas mal. Et du coup, le fait d'avoir cette protection, ça permet donc voilà, d'éviter ce frottement. Donc, au-delà de la douleur, comme on a cette corde qui arrive très très vite, on a des réactions cutanées, de rougeur, de gonflement, comme une brûlure finalement, et on peut même arriver à un stade d'hématome quand on a cette corde qui vient frotter plusieurs fois. Donc la protection, elle se trouve vraiment au niveau de ce bras d'arc, qu'on soit droitier ou gaucher, quel que soit le côté opéré. Merci. À partir de quand une patiente peut-elle commencer une activité physique adaptée comme le tir à l'arc, ou alors quand peut-elle reprendre quand c'était déjà une archère? Alors, finalement, une réponse peut-être un petit peu commune à beaucoup d'activités physiques adaptées. Finalement, on peut se mettre au tir à l'arc dès que les délais post-opératoires, enfin, les délais de cicatrisation sont respectés. Le point de vigilance, c'est d'avoir l'amplitude au niveau des épaules qui permet finalement ce mouvement d'élévation des bras, au mouvement d'élévation des épaules. Et typiquement, on va se trouver autour d'un mois et demi post-opératoire. Voilà, quand l'amplitude est là, que les douleurs sont diminuées, et évidemment qu'il y a le feu vert du chirurgien. Merci. Voilà. Les patientes ont-elles signalé des douleurs musculaires après les séances, par exemple des rhomboïdes ou des trapèzes moyens? Alors voilà, ce sont des groupes musculaires principalement engagés effectivement dans le tir à l'arc, sur ce mouvement d'armement au niveau du bandage de l'arc. Alors des douleurs musculaires, pas particulièrement, si ce n'est un peu un type de courbature, hein, comme après une séance de sport adapté ici.
le sport adapté, on cherche à adapter justement la pratique sportive, l'intensité de la pratique aux capacités de la personne, de la patiente qu'on va recevoir. L'idée, effectivement, ce n'est pas de générer de nouvelles douleurs ou d'entretenir des douleurs, mais effectivement, au contraire, de chercher à les diminuer. Et donc, par une activité adaptée en intensité et en charge, on réussit à ne pas générer ces douleurs, si ce n'est éventuellement celle à type de courbature. Merci Guillaume. Tu as plus de sollicitude que mon prof de judo, vu les courbatures que j'ai encore dans les cuisses. Merci. Est-ce que tu fais du judo adapté, Pierre-Henri? Faudrait, je pense qu'il faudrait. Merci beaucoup Guillaume pour tes questions qui sont d'une clarté, d'une limpidité parfaite. Et c'est ce qu'on attend effectivement de ce genre de questions précises, des réponses précises. Merci beaucoup. Elles sont aussi claires que toutes les statistiques que tu nous fais dans les travaux qu'on fait avec la CATEL. Tu parles, il n'y comprend jamais rien. Et tout le reste. Voilà, juste avant de donner la parole au docteur Dominique Ornus sur l'escrime, juste vous avertir, tous les gens qui nous écoutent, ils sont encore très nombreux, me dit-on, à patienter un petit peu à la fin de notre réunion, parce qu'il y aura un sondage qui est extrêmement important pour nous. Et je vous remercie d'attendre un peu, de prendre un dernier café s'il y en a besoin, pour qu'on puisse recueillir un certain nombre d'informations qui seront utiles pour nous pour améliorer notre prochaine réunion. Merci beaucoup donc à Guillaume, et j'ai le plaisir d'annoncer donc Dominique Ornus qui va nous parler de l'escrime. Et j'aimerais bien la voir. Où est-ce qu'elle est partie, Dominique? Là. Voilà, coucou Dominique. Voilà, on fait connaissance après de très nombreux mois d'échanges pour des tas de projets. Celui-ci, mais tu sais très bien qu'il y a... Oh, je vous ai tutoyé, madame. Voilà. Et des tas de projets qu'on a encore en commun, et on va aller loin. Alors d'abord, ce n'est pas pour passer la brosse uniquement, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a un commentaire qui m'a touché, et je pense qu'il vous touchera également, et c'est celui-ci. Merci, très beau et plein d'espoir pour autre chose que la gym douce cancer riposte. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très humain, et je voulais que ce soit dit. Plein d'espoir pour autre chose que la gym douce pour cancer. Bravo à Riposte. Voilà. Alors, il y a une question plus générale qu'on n'a pas posée, je me permets de la poser à Dominique. C'est comment a-t-on découvert finalement que l'activité physique était bénéfique sur la fatigue d'une part et sur l'évolution des cancers? Si vous arrivez à répondre très rapidement, parce que... Très vite. Très vite, le premier qui a voulu que l'activité physique, et qui disait même que c'était criminel de ne pas faire bouger les patients après un cancer, c'est Thierry Bouillet, qui est un cancérologue d'Avicenne et qui a vraiment été un pionnier, parce que lui, il s'est heurté à tous les autres cancérologues. Après, il y a une expertise collective de l'INSERM qui a réuni vraiment toutes les études qui avaient été faites sur 3 cancers particuliers, le cancer du sein chez la femme, le cancer du côlon chez l'homme et la femme, et qui a bien montré que l'activité physique diminuait les récidives, diminuait la mortalité, améliorait la qualité de vie. Merci beaucoup. Les questions vont être posées évidemment. Alors, bonsoir docteur, merci pour votre exposé. Pourquoi, quel que soit le membre dominant, vous faites se servir la patiente du bras opéré? Parce que l'intérêt, c'est le geste de parade, et en particulier de parade haute. Et donc, nous avons à le travailler sur ce membre qui est opéré essentiellement. Même si le renforcement musculaire est général, nous faisons travailler ce bras. Alors, ce n'est pas tellement un problème en escrime, pour une simple raison, c'est que nous ne marchons pas classiquement, nous marchons à l'amble. Et par conséquent, tout apprentissage de l'escrime, c'est un apprentissage de la marche. Donc, apprendre à marcher à gauche ou apprendre à marcher à droite, finalement, ça ne change pas grand-chose. Merci. Bonsoir. Alors, décidément, je suis bobologue ce soir. Tes patientes ont-elles signalé des douleurs musculaires après les séances? Je vais répondre comme Guillaume, on fait uniquement quelques courbatures, mais attention, les maîtres d'armes Solutions Riposte sont tous formés et ont une formation continue. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence à la recherche de la douleur, qu'ils arrêtent le geste à la recherche, dès qu'il y a une douleur, et que la fois suivante, ils posent la question, est-ce que tu as eu quelque chose? Voilà. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des douleurs épouvantables parce que le geste est très progressif et que les leçons sont toutes personnalisées. Merci. Alors également au niveau protection, comme pour l'avant-bras des archers, existe-t-il une protection du thorax ou du sein dans la tenue?
Alors, de mon temps, quand j'ai commencé l'escrime, nous avions des petites coquilles pour protéger les seins. Maintenant, ce sont des bustiers. Ce sont des bustiers rigides qui sont impératifs, qui sont toujours portés et qui ont deux avantages. Le premier, bien sûr, c'est de protéger le sein et de protéger le buste. Le deuxième, c'est que toutes ont les mêmes formes sous la tenue, qu'elles aient une mastectomie ou pas, qu'elles aient une reconstruction ou pas. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très important pour leur élégance et pour l'image. Et ensuite, moi, je tiens beaucoup à la tenue elle-même, puisque nous avons une grande tenue blanche où tout le monde est habillé pareil. Et je tiens beaucoup à ce que ce ne soit pas en t-shirt qu'on pratique l'escrime adapté, mais bien en tenue. Question pernicieuse. Comment gérez-vous l'estime de soi lors d'un sport de duel où il y a un gagnant et un perdant? Et comment faites-vous avec des femmes qui ont du mal à intégrer les techniques, à progresser, ce qui pourrait être source de découragement et de perte d'estime? Alors, je vais vous dire, on ne les prépare pas pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. D'abord, le seul qui perd, c'est le maître d'armes, parce que pendant les quelques mois qui suivent le début de pratique, il n'y a que le maître d'armes qui est touché, puisqu'il est hors de question de toucher la patiente. Donc finalement, cette rage qu'elle a, et qui est tout à fait naturelle dans le processus de deuil, cette rage qu'elle a, elle la passe sur son sabre, elle la passe sur son maître d'armes, mais elle n'est pas touchée. Il n'y a pas de gagnant, de perdant. Ce qu'elle va gagner, elle, c'est de faire des gestes de plus en plus amples. Et ensuite, effectivement, mais les leçons sont personnalisées, même les échauffements sont personnalisés, et effectivement, on va aller plus ou moins vite dans la gestuelle complexe ou dans les attaques parades de riposte complexes, selon le niveau de chacune et selon ce qu'elle peut assumer. C'est vraiment de la personnalisation et nos maîtres Solutions Riposte sont formés à ça. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Évidemment, les kinés ne peuvent pas se former brièvement pour pouvoir prodiguer des petits cours de collectif d'escrime. Par contre, du coup, où peut-on trouver des contacts de clubs qui encadrent ces prises en charge en France, mais aussi en Belgique, en Suisse ou en Espagne, car nous avons ce soir des participants de tous ces pays? Alors, il y a un site internet. Voilà, qui pour l'instant, c'est Solutions, mais vous mettez Solutions Riposte, vous y arriverez tout de suite, qui va changer, mais ça ne change pas, où il y a une carte avec des liens vers les salles d'armes. Il y a plus de 70 salles d'armes qui sont agréées, qui sont là. Il faut savoir aussi que nous avons eu la chance en août d'avoir le haut patronage de Roxana Maraciné à nous et que nous sommes sur la plateforme ministérielle. Voilà. Et il faut savoir aussi que ces maîtres d'armes, comme je vous l'ai dit, sont vraiment formés et ont une formation continue. Après, c'est ouvert en Belgique, c'est ouvert dans plusieurs salles d'armes de Suisse, toujours sous le parrainage de Solutions Riposte. Je suis désolée, je serais ravie d'aller en Espagne, qui est un pays près de ma ville, mais je n'ai pas d'espagnol. Merci beaucoup. Bon, à faire. Je veux bien avoir des Espagnols. Merci beaucoup, Dominique. On parle toujours très bien de ce que l'on pratique au quotidien et qui n'est pas issu de connaissances livresques. Et pour peu qu'on soit passionné de ce que l'on pratique, ce qui est ton cas, on va parler espagnol. Tu es une véritable passionnata. Bravo, merci beaucoup. Tu fais passer l'envie de les faire à nouveau s'escrimer, en quelque sorte, pour sortir de là où elles sont, ces femmes. Bravo, c'est un extraordinaire travail. Et je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, tu es passé à la télévision avec Solutions Riposte et j'étais très heureux de te voir apparaître. Merci beaucoup. Et j'ose te dire à bientôt parce que nos relations ne sont pas terminées. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Je rappelle donc ce que je disais tout à l'heure il y a quelques instants, c'est qu'on va faire un petit sondage à la fin. Donc, je vous demande d'arriver à tenir le coup encore un tout petit peu. Il va nous rester en fait simplement 2 communications puisque la dernière a été annulée sur la sexualité. On posera les questions éventuellement sur le forum AKTL. Donc, on appelle Jocelyne Roland, bien sûr, pour nous parler de Aviron Indoor. Jocelyne, c'est à 3 avec les 2 compères. C'est à 3, ouais. Bonsoir Jocelyne, merci pour ce très bel exposé de tout ce qu'on peut faire à nos patientes dans le cadre notamment de l'aviron indoor. Une première question qui a été posée, c'est quel est l'ordre de prix de ces machines à ramer qu'on a vues dans ton exposé, machines à ramer professionnelles pour installer éventuellement dans un cabinet? Alors d'abord, merci à Jean-Claude de m'avoir invité pour parler d'Avirose. En fait, au niveau des machines, la machine de référence, alors puisqu'on parle de prix, elle coûte 1110 €. C'est ce qu'on appelle le Concept 2. Et c'est vraiment une machine qui a été inventée par des rameurs, donc des gens qui faisaient de l'aviron sur l'eau et qui voulaient s'entraîner quand ils ne pouvaient pas aller sur l'eau à cause des conditions climatiques.
C'est une machine qui est extrêmement résistante et c'est vraiment la machine que l'on trouve et dans les clubs d'aviron et dans les clubs de fitness. Alors après, je voudrais dire deux choses par rapport à ça. Il y a des machines qui sont plus jolies, qui sont en bois, avec de l'eau, plus agréable, mais qui coûtent plus cher. Et comme il y a de l'eau dans le système, c'est peut-être un peu plus difficile à entretenir. Et puis surtout, il y a des machines qui ne sont pas du tout des rameurs. Je m'explique. Pour beaucoup de personnes, et souvent dans la problématique du cancer du sein, les gens pensent que ramer, ça se fait avec les bras. Et en fait, ramer, ça se fait d'abord avec les jambes, avec les membres inférieurs. Et pour ça, il faut qu'il y ait une coulisse sur un rail et que la coulisse ait un débattement suffisant pour avoir l'extension complète des jambes. Et donc, il ne faut pas simplement regarder le maniement des bras, mais il faut bien regarder l'ensemble des choses. Donc, il y a des rameurs qui sont des faux rameurs, des fausses machines à ramer. Il ne faut pas se faire avoir sur Internet à acheter n'importe quoi. Merci. Merci et bonsoir Jocelyne. Une question qui va intéresser Ludivine, que nous encadrons ensemble pour un projet de recherche. Existe-t-il un impact de l'aviron sur un lymphœdème? Est-ce que cela peut le provoquer ou l'aggraver? Alors, d'abord, je voudrais dire que si une patiente commence un entraînement chez son kiné en avirose, elle aura d'abord eu des séances de kinésithérapie pour s'occuper de son épaule, de ses muscles, enfin tout ce qu'il faut faire habituellement en kinésithérapie. Donc, par rapport à ça, l'entraînement sur le rameur ne va pas être tout de suite trop important au niveau de son membre supérieur, ce qui pourrait créer une charge lymphatique importante et un œdème. Donc, logiquement, on ne va pas sur le rameur du jour au lendemain, on y va progressivement. Donc, ça ne devrait pas provoquer de lymphœdème. Et d'autant plus que de nombreuses études ont démontré plutôt l'effet bénéfique de l'exercice physique sur la prévention et éventuellement sur le traitement du lymphœdème. Donc, si on respecte toutes les recommandations de progressivité, d'entraînement musculaire avant de faire de l'aviron, il n'y a aucun souci. Et les tests qui ont été faits sur de l'aviron sur l'eau, qui, à mon avis, demandent un effort au niveau des membres supérieurs beaucoup plus important, ont montré qu'il n'y avait pas de déclenchement de lymphœdème. Et puis sur la machine à ramer, comme il y a une méthodologie à acquérir pour bien ramer, et qui justement sollicite d'abord beaucoup les membres inférieurs et la coordination, l'effort sur les membres supérieurs, au départ, il est très peu important. Et il va participer à la rééducation et au renforcement des membres supérieurs. À mon avis, il n'y a pas de... Et puis, on va le voir avec notre étudiante. Ah bon, on espère, on va voir ses résultats. Merci. Alors, il y avait une troisième question aussi qu'on a à te proposer. Le mouvement d'aviron permet d'utiliser le membre supérieur, mais dans l'ensemble de l'amplitude de la flexion de l'épaule. Or, c'est dans les derniers degrés de flexion que se situe la raideur. Comment peut-on compenser ce déficit? Oui, mais là, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du geste de l'aviron, parce qu'en fait, le geste de l'aviron, c'est un geste qui se fait plutôt bras en position basse. En fait, en aviron, on ne monte pas les bras. Normalement, on reste à peu près avec le coude légèrement en dessous du niveau de l'épaule. Et justement, ça permet, pour des femmes qui, par exemple, ont des thromboses lymphatiques superficielles, on peut quand même faire un geste de rameur. Pour des femmes qui n'ont pas encore récupéré toute l'amplitude pour différents problèmes, il n'y a pas de souci pour faire du rameur. Et en fait, c'est l'avantage aussi du rameur, c'est que ce n'est pas une activité physique qui demande de l'amplitude d'épaule. Donc, je pense que la personne qui a posé la question, elle n'imagine peut-être pas bien le mouvement du rameur. Ou alors, on a mal compris la question, je ne sais pas, mais voilà. Imaginez peut-être pour la rééducation, en fait, que ça rentrait dans le cadre de la rééducation de l'épaule. Oui, mais à ce moment-là, c'est en complément, bien évidemment. Moi, par exemple, en fin de séance, je fais souvent faire des exercices en élévation complète du membre supérieur pour contrebalancer un petit peu cette position basse pendant la séance. Mais justement, c'est plutôt un intérêt de l'aviron sur les problématiques d'épaule. Et on avait montré avec une étudiante, mais c'est pareil, c'était une toute petite étude de rien du tout, qu'elle avait pris le score de constant et elle avait montré qu'il y avait une très bonne évolution des problématiques d'épaule après un programme d'avirose de quelques semaines.
mais ça serait à investiguer beaucoup plus sérieusement. Si je peux me permettre, c'est très intéressant de préciser cela, c'est que ce n'est pas une activité de rééducation, c'est une activité qui permet d'utiliser ce que l'on a, et quand même on n'a pas récupéré une amplitude parfaite, et c'est une très bonne chose, puisque ça permet déjà de dire à ces patientes qu'elles peuvent réutiliser le membre supérieur, ce qu'on leur avait dit, on leur avait dit l'inverse pendant des décennies. Et donc, de les remettre à l'activité physique, et par cet intermédiaire-là, ça paraît extrêmement satisfaisant. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. Il y en a une dernière, ouais. Oui. Une question très pratique. Où pouvons-nous se former sur Avirose? Eh bien, il suffit d'aller sur Internet, sur Google, et de taper formation Avirose et on trouve la réponse. Voilà, très simple, très court. Pas de conflit d'intérêt. Voilà. Merci, Jocelyne. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci, Jocelyne. C'est moi qui ai posé la dernière question. Voilà. Allez, je suis très heureux. Il a posé tout, en fait. C'est toi, là. Il n'y avait pas eu de question. De chou. Je suis très heureux d'appeler Catherine Wittgenbosch, qui vient de Bruxelles et qui a eu avec nous beaucoup d'inquiétudes pour se connecter. On a passé beaucoup de temps au téléphone, par SMS, par WhatsApp, donc tout le monde était tout content d'être à ce congrès. À toi de démarrer avec les questions. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que tu vas nous proposer quelque chose qui est une activité physique adaptée, sportive peut-être, mais qui a un intérêt extraordinaire, c'est qu'elle se réalise en plein air, et donc en plein dans la nature, et ça, c'est lourd de conséquences très, très favorables. Allez, on te pose des questions, et après cette dernière communication, il y aura donc un sondage, et je vous demanderai d'avoir la gentillesse, pour les gens qui nous écoutent, de bien vouloir prendre quelques secondes seulement pour y répondre. Merci d'avance. Bonsoir Catherine, merci pour votre très bon exposé. Et à partir de quand peut-on commencer la marche nordique après une intervention? Y a-t-il un délai que vous recommandez? Alors, avant de vous répondre directement, je voulais vous remercier tous et remercier Jean-Claude Fernandez aussi. Et quant à ma difficulté de connexion, à mon avis, on a dû refiler le lien à l'un de vous et donc on était un petit peu… voilà, je me suis connectée après, j'arrivais plus à me connecter. Donc voilà, on m'a envoyé un nouveau lien, tout s'est bien passé. Alors, les personnes qui viennent dans le club ne viennent pas directement. Elles viennent certainement après quelques semaines, et donc je me suis renseignée auprès d'une de mes collègues qui travaille quand même en milieu hospitalier et qui est plus aguerrie en la matière que moi, et qui pratique également la marche nordique, et certainement les recommandations, c'est certainement pas avant 4 semaines, parce qu'en marche nordique, finalement, il y a quand même, c'est un geste assez technique, et au moment de l'apprentissage, il y a quand même des gestes brusques, et on est loin de la fluidité de laquelle je parle dans mon exposé, simplement. Donc, avec l'apprentissage, voilà, il vaut mieux rester prudent et ne pas commencer trop tôt. Merci. Bonsoir. Avez-vous mesuré l'impact sur le lymphœdème du membre supérieur? La marche nordique améliore-t-elle la fonction, le mouvement et la douleur? Alors, je commencerai par la deuxième partie de cette question, et c'est ça qui nous a, je dirais, incité à aller explorer un petit peu plus loin la marche nordique, justement, dans le cas de patientes ayant un cancer du sein, opérées du cancer du sein. C'est qu'on a commencé avec des groupes donc, de ces personnes, et le retour a été extrêmement positif, avec des diminutions au niveau de la douleur de l'épaule et des retours des kinés qui les soignaient justement et qui disaient « Tiens, mais qu'est-ce que tu fais comme activité physique ?» Parce que manifestement, au niveau de l'amplitude de l'épaule, il y a une nette amélioration. Et donc, finalement, on est allé un petit peu plus loin dans nos explorations, et ça, c'est une collègue donc, à l'Université libre de Bruxelles qui a fait une étude en 2017 dans le cadre d'un mémoire de fin d'année. Donc, on a mesuré l'impact de la marche nordique sur le lymphœdème, évidemment, du membre supérieur. Alors, sans rentrer dans les détails de l'expérimentation, on a comparé donc, la marche sans bâton. Donc, les dames ont parcouru des distances évidemment les mêmes. Donc, elle a comparé la marche sans bâton, la marche nordique
après un apprentissage évidemment de la technique de marche nordique, puisque finalement c'est quand même assez technique, et puis la marche nordique avec un bandage multicouche. Et en fait, on s'est rendu compte que la marche sans bâton entraîne une augmentation de volume des membres supérieurs de façon bilatérale. La marche nordique, donc la marche sans bâton, la marche nordique n'augmente pas le volume. Par contre, la marche avec manchon diminue le volume du lymphodème. Avec un manchon ou avec un bandage multicouche. Et donc, on est parti de ces résultats en essayant justement de stimuler les dames à mettre leur manchon. Donc là, je réponds peut-être à d'autres questions. Donc, il est tout à fait intéressant de pratiquer la marche nordique avec un manchon de façon à stimuler la prise en charge à autonomie, comment je peux dire, à permettre aux personnes de devenir plus autonomes par rapport à ce drainage du membre supérieur. Merci, effectivement, du coup, c'est bien, vous avez répondu à la même question que je voulais vous poser sur le port du manchon. Est-ce qu'il est recommandé pour marcher? Et cette étude dont vous nous parlez semble intéressante par rapport à ça. Une dernière question, où trouver un club proposant de la marche nordique adaptée? Alors, en France, je n'en ai aucune idée puisque je travaille en Belgique. Mais en Belgique, il n'y a pas de club, je dirais, spécialisé dans la marche adaptée. Ce que je recommande, c'est de trouver un club où la personne qui donne les cours est formée spécifiquement ou est kinésithérapeute, évidemment. Ce sera d'autant plus intéressant pour ces femmes, voilà, ça c'est clair. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Belgique, il y a une recherche sur un appareil qui s'appellera le Perikit, voilà, qui sortira bientôt sur le marché, qui permettra qui commence à être breveté, hein, donc la personne est en train de le breveter, et qui permettra des mesures du lymphodème précises et assez faciles. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Voilà, il est occupé à le développer. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, d'une part d'abord de ton exposé que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir avec cette vidéo et de tes réponses aussi également claires. C'est intéressant de voir comment tout se fait à l'envers par rapport à ce qui s'est dit il y a 10 ou 15 ans ou même au-delà, où on recommandait aux patientes d'éviter de marcher, d'utiliser le ventre supérieur, d'avoir une activité physique, etc. Donc il y a une modification totalement inverse, un renversement des indications, des conseils qu'on est amené à donner à ces patientes. Et ça va améliorer considérablement la qualité de vie de nos patientes. En revanche, il y a encore un gros frein quand on regarde ce qui se passe, puisque sont encore enseignés des conseils anciens qui devraient bientôt faire partie du paléolithique de la kinésithérapie. Mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Catherine. On aura aussi également l'occasion de se revoir, même si on s'est loupé cet été dans le Vercors, avec la réunion européenne. Voilà, notre soirée va se terminer. On va demander, si vous voulez bien,